Lorsque j'étais enfant, j'aimais démonter les choses pour comprendre comment elles fonctionnent à l'intérieur. J'aimais les ouvrir, en voir les rouages, les mécanismes. Je démontais tout, mes parents étaient ravis, et rarement je les remontais. Cette curiosité, ce désir, cet appétit ne m'a jamais quittée. Aujourd'hui, je ne démonte plus tellement d'objets, même si ça m'arrive encore. Je ne construis pas non plus de choses, je ne suis pas mécanicienne, je ne les répare pas. Je n'ouvre pas non plus les gens pour savoir comment ils fonctionnent à l'intérieur. Je ne suis pas chirurgienne. Je m'intéresse aux systèmes, aux organisations, aux processus. Je m'intéresse à la façon dont les systèmes qui font fonctionner les choses fonctionnent. Et plus spécifiquement, dans l'ère numérique dans laquelle nous vivons, je m'intéresse aux systèmes technologiques. Je m'intéresse aux algorithmes et je m'intéresse à la façon dont les personnes travaillent sur les algorithmes. Je regarde comment ces personnes travaillent. C'est très agréable de regarder les gens travailler. Je m'intéresse à la façon dont ils conçoivent des choses, dont ils parviennent à des résultats et comment ils collaborent entre eux. Je ne fais pas que les observer, je les aide aussi. Et je travaille aujourd'hui à construire des algorithmes au service de l'intérêt général. Alors, un algorithme, qu'est-ce que c'est ? Un algorithme, comme chacun sait, c'est une procédure mathématique formelle qui réalise un résultat dans un nombre fini d'étapes. Vous saviez tout ça, bien sûr. Un algorithme, c'est une recette de cuisine. On va prendre des ingrédients, on va prendre des instructions, et à la fin, on aura un bon bœuf bourguignon ou quelque chose de moins ragoûtant. Et si j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est parce que du côté des algorithmes, on se retrouve avec des choses qui n'ont pas forcément un fumet fameux. J'aimerais vous parler, sans vous alarmer, de ces algorithmes qui nous entourent et qui sont derrière beaucoup de choses qui sont aujourd'hui dans notre société. J'aimerais vous parler des algorithmes qui alimentent nos réseaux sociaux, qui nous proposent et nous projettent des flux infinis d'informations et entretiennent nos addictions. J'aimerais vous parler des algorithmes qui sont derrière les assistants vocaux, les objets auxquels on parle, et qui ont quelques difficultés à nous comprendre lorsqu'on a un accent chantant du sud de la France, un accent un peu plus épais de la région de Liège, un défaut de prononciation. J'aimerais vous parler de ces algorithmes qui vont déterminer nos choix et notre futur. Ceux qui, en France, l'année dernière, ont conduit de jeunes bacheliers à un avenir incertain, puisque ces algorithmes ont déterminé dans quelle formation, dans quelle école ils allaient pouvoir aller. Des algorithmes de recrutement qui vont suggérer à des recruteurs certains candidats ou candidates, mais plus souvent des candidats, au détriment de certaines autres. Des algorithmes enfin qui nous discriminent sur des questions lourdes, celles du genre, mais aussi celles de l'origine ethnique, et qui, il y a quelques années, des algorithmes de reconnaissance vocale qui n'arrivaient pas à reconnaître des personnes qui n'étaient pas blanches, parce que ces algorithmes avaient été entraînés sur des personnes qui ressemblaient à leurs concepteurs et n'avaient pas inclus finalement la majorité de la population. Donc si j'ai envie de vous parler de ces sujets aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que la situation est plutôt alarmante, mais pas sans espoir. Pour comprendre cela, on peut se demander finalement, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui se disent « on va faire comme ça » ? Comment est-ce qu'on a merdé ? Imaginons que vous êtes directeur des ressources humaines dans une grande banque, quelqu'un d'important, quelqu'un de sérieux. Et vous lisez dans la presse que, paraît-il, le recrutement serait un peu discriminant entre les personnes qui ne sont pas des hommes blancs, qui ont fait une grande école et, si possible, qui ont un nom en particule. Vous vous dites « pourquoi pas ?» Je vais recruter des personnes spécialistes des algorithmes, des informaticiens, des data scientists, je vais leur soumettre le problème, et puis ils vont faire un algorithme qui va résoudre ce problème-là, qui va me débarrasser de mes biais, de mes pratiques, de mes discriminations, de la façon dont moi je procède. Après tout, c'est mathématique, donc c'est objectif, ce ne sera pas biaisé. Et en face de ça, on a effectivement des data scientists, des informaticiens, des ingénieurs qui vont dire « quel merveilleux problème, on va débiaiser la société, on va faire en sorte que le recrutement soit plus juste, plus équitable, moins discriminant ». Et malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce qu'il se passe. Et dans cette situation-là, ce qu'on a voulu faire, c'est finalement rejeter la faute sur l'algorithme.
Ce qu'on a voulu faire, c'est finalement investiguer, ouvrir l'algorithme pour comprendre comment il fonctionne. Et moi, au départ, ça aurait pu me plaire. Mais ce dont on se rend compte, c'est que finalement, le problème n'est pas vraiment là. Il y a eu beaucoup d'initiatives ces dernières années pour justement ouvrir le code des algorithmes pour voir comment ils fonctionnent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le code d'un algorithme. Moi, oui. C'est un peu mon sujet. Et je peux vous dire qu'en général, je ne comprends rien. Je ne comprends rien et je ne vois pas vraiment où est le problème. Donc je pense que si effectivement, en tant que société, on se donne la possibilité de voir le code des algorithmes, ce n'est pas comme ça qu'on les rendra plus justes. Et c'est d'ailleurs aussi ce que font les personnes qui conçoivent et développent des algorithmes. Ils ne se lisent pas forcément entre eux. On n'a pas forcément besoin de traiter les algorithmes autrement que comme des boîtes noires. On fait confiance à la personne qui s'occupe de cet aspect-là, et nous, on s'occupe d'un autre aspect, et quelqu'un coordonne tout ça, et à la fin, on a un système qui est complet. C'est aujourd'hui comme ça que l'industrie du logiciel fonctionne. Ce qu'on fait aussi, c'est tester les algorithmes non pas sur leur code, sur leur fonctionnement, mais sur les résultats qu'ils produisent. Et on va se dire, est-ce que ce résultat est bon? Est-ce que ce résultat est mauvais? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Et là, effectivement, on va retravailler le code. Le problème, en fait, ce sont les données. Si je reprends par exemple mon histoire d'algorithme de recrutement. Comment est-ce qu'on fait un outil comme celui-là? Eh bien, on va aller chercher l'historique des données dont on peut disposer. On va aller chercher des CV, on va aller chercher des échanges de mails entre des candidats et des candidates, mais souvent des candidats, et des recruteurs, et aussi des recruteuses, mais surtout des recruteurs. C'est des milieux un peu sexistes. On va aller chercher ces informations-là, on va les analyser, et puis l'algorithme, il va prendre toutes ces informations, les agréger, les synthétiser, et il va fournir à la fin des propositions qui seront merveilleusement, parfaitement similaires aux discriminations qu'on a faites jusqu'à maintenant. Parce qu'il n'aura fait que reproduire ce qu'il avait dans les données, il n'aura fait que reproduire les comportements qu'on a pu observer précédemment. Donc le problème, il est dans les données. Il est dans le choix des données qu'on va utiliser. Il est dans notre capacité à questionner ces données, à les interroger, à les choisir, à les transformer, à les filtrer, à les redresser. Il est dans notre capacité à les comprendre, à les contextualiser, à les trouver aussi, parce que le problème, c'est qu'elles n'existent pas toujours. Et on n'a pas forcément des informations qui sont pertinentes. Pensez toujours à votre CV. Est-ce que vous pensez que votre date de naissance, votre adresse sont pertinents pour savoir si vous êtes un bon candidat, une bonne candidate? Pensez à tout ce que vous avez mis dessus. Est-ce que vous pensez que c'est sur ces informations-là que vous avez envie d'être évalué? Je ne suis pas certaine. La première chose, donc, c'est de s'intéresser aux données. Et la deuxième chose, ça va être de s'intéresser aux concepteurs, aux conceptrices, aux designers, aux ingénieurs, aux spécialistes des données et à la façon dont ils travaillent. Une chose qu'on peut faire aussi, c'est changer la façon dont on travaille. Parce que finalement, dans cette histoire, on avait notre commanditaire, monsieur très sérieux, directeur d'une grande banque, qui va faire une commande à des spécialistes plutôt techniques. Et finalement, dans tout ça, on n'a vu aucun expert en recrutement, on n'a vu aucune candidate, aucun candidat. On n'a pas vu finalement les gens qui sont pertinents pour traiter ce genre de questions. Et ça pose quand même un peu question. Et donc, si je devais finalement résoudre ce problème-là, je crois que j'aurais plusieurs propositions qui sont en rapport avec le fait que les personnes qui conçoivent des algorithmes ont aujourd'hui un pouvoir incroyable et que donc la façon dont on peut résoudre ce problème, c'est de façon politique. Première dimension politique, ça va être peut-être de tenter de réguler, de réglementer cette profession. Si on pense à d'autres professions qui ont du pouvoir, de la responsabilité, on voit que c'est des professions qui se sont posées ce genre de questions. Un médecin appartient à un ordre des médecins. Il peut être radié de l'ordre des médecins et interdit de pratique. Un avocat, pareil. Un ingénieur, en génie civil, prête serment et s'engage à œuvrer pour le bien commun. Pourquoi est-ce que les ingénieurs en informatique, les spécialistes des données, n'ont pas d'engagement de ce type-là
alors qu'ils ont un impact énorme aujourd'hui sur la société dans laquelle nous vivons. Un deuxième aspect, c'est de répartir ce pouvoir. C'est de donner à d'autres personnes la capacité à faire des choix et à prendre des décisions dans ces outils qui déterminent nos vies. C'est donc permettre aux futures candidates, aux futurs candidats, à des recruteurs, des recruteuses, toujours pour se reprendre cet exemple, de donner leur avis, de comprendre comment les choses fonctionnent, d'interroger ce qui se dit, d'avoir un droit de réponse. Et nous-mêmes, en fait, citoyens, toi, public, tu devrais pouvoir répondre, comprendre et reprendre le pouvoir sur ces objets-là. Et enfin, la dernière façon d'utiliser ce pouvoir, c'est de le renverser. C'est de se révolter. C'est d'avoir ce sursaut moral en tant que concepteur, en tant que designer, en tant qu'ingénieur, en tant que spécialiste des données, et de se dire, ce problème n'est pas un bon problème. Cette question n'est pas une bonne question. Et avec le pouvoir qui m'est donné, avec la place qui m'est accordée, je refuse de résoudre ce problème, je désobéis et j'œuvre ainsi à rendre une société bien meilleure qu'elle n'est aujourd'hui. Merci.